Je servais du café quand ma belle-fille Paula lâcha la bombe. Avec ce sourire qui avait toujours paru trop doux, trop parfait, elle leva son verre et l'annonça à tout le monde à table. J'ai une merveilleuse surprise pour ma belle-mère. Armando et moi avons vendu notre appartement. Nous emménageons dans la maison de maman demain. Mon fils, mon Armando, souriait à ses côtés comme un petit garçon fier. Les autres invités applaudirent. Quelqu'un dit, quelle charmante famille nous étions. Je pris calmement ma serviette, tamponnai les coins de ma bouche, et répondis d'une voix qui sortit plus stable que je ne l'attendais, c'est parfait, Paula. Mais vous dormirez dans la rue, parce que demain matin à 8 heures, je remets les clés de cette maison au nouveau propriétaire. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper avec une fourchette à dessert. Paula laissa tomber son verre. Armando pâlit. Les invités fixèrent leurs assiettes comme si les serviettes étaient soudainement devenues les choses les plus intéressantes du monde. Personne n'osa respirer. Et moi, je pris simplement une autre gorgée de mon café et les regardai s'effondrer. Parce qu'après 65 ans dans ce monde, après avoir élevé ce fils seul, après avoir construit cette maison de mes propres mains et avec la sueur de tant d'années de travail, j'avais finalement appris quelque chose, le silence peut être l'arme la plus puissante lorsqu'il est utilisé au moment précis. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cet instant, à cette scène qui a coupé ma vie en deux, je dois revenir en arrière. Je dois vous raconter qui j'étais avant de devenir la femme qui laissa sa propre famille sans voix. Je m'appelle Amelia Gonzalez. J'ai 65 ans et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été invisible. Je ne veux pas dire littéralement invisible. Bien sûr, les gens me voyaient. Ils me saluaient dans la rue. Armando m'appelait maman. Mais personne ne me regardait vraiment. Personne ne me demandait ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin, ce dont je rêvais. J'étais simplement maman. Celle qui était là. Celle qui serait toujours là. Comme un vieux meuble fiable. Comme une ombre qui bouge quand vous bougez mais n'a jamais sa propre lumière. J'ai été veuve il y a 12 ans. Mon mari, Roberto, est décédé d'une crise cardiaque massive un mardi ordinaire, en arrosant les plantes du jardin. Il est tombé parmi les hortensias qu'il aimait tant. Quand je l'ai trouvé, il n'y avait plus rien à faire. Je me souviens que la première chose que j'ai pensé après le choc fut « Maintenant, je suis complètement seul ». Armando était déjà marié depuis 3 ans. Il vivait sa vie. Il avait son travail, sa nouvelle femme, ses projets, et j'étais laissé dans cette grande maison avec le silence comme unique compagnon et des souvenirs accrochés à chaque mur comme des photographies que personne ne regarde. Les premiers mois furent les plus difficiles. Je me réveillais en m'attendant à entendre la voix de Roberto m'appelant depuis la cuisine. Je préparais 2 tasses de café et me souvenais alors, juste une. Toujours juste une. Armando me rendait visite le dimanche. Parfois, quand il n'avait pas d'autre projet, il apportait des beignets de la boulangerie et restait 1 heure. 2, si j'avais de la chance. Nous parlions de choses sans importance. La météo, son travail, les nouvelles. Jamais de ce qui comptait vraiment. Jamais de ce qui faisait mal. C'est dans ce vide que Paula apparut, ou plutôt que je la vis vraiment pour la première fois, car Paula était là depuis le début, depuis qu'elle avait épousé mon fils. Mais je ne l'avais vue que comme la femme d'Armando, la belle-fille, une autre personne au dîner de famille, quelqu'un qui souriait beaucoup et parlait peu, poli, correct, parfaite en surface. Mais après la mort de Roberto, Paula commença à me rendre visite plus souvent. Au début, je pensais que c'était une gentillesse sincère. Elle venait le mercredi après-midi avec Armando. Il apportait des fleurs. Il me demandait comment j'allais, si j'avais besoin de quelque chose. Paula offrait de m'aider avec les courses, avec le ménage, avec ces choses qui semblaient soudain plus lourdes maintenant que j'étais seul. J'étais reconnaissante. Bien sûr, j'étais reconnaissante. Quelle mère ne se sent pas bénie quand son fils et sa belle-fille montrent de l'inquiétude? Quand ils semblent se soucier. Quand le téléphone sonne et que c'est leur voix à l'autre bout. Quand quelqu'un demande « Comment vas-tu, maman ?» Vraiment? Comment vas-tu? Il me fallut des mois pour réaliser que les questions de Paula menaient toujours quelque part. Ce n'étaient pas des questions ouvertes, le genre qui vient du cœur. C'étaient des questions avec une destination, avec une intention, comme des hameçons recouverts de velours. Cela commença par de petites choses, subtiles, si subtiles qu'on ne les remarque presque pas avant qu'il ne soit trop tard.
Un commentaire ici, une observation là. Paula regardait autour de la maison avec ses grands yeux et disait, « Une si grande maison pour toi seul, Sugra. Tu n'as pas peur ici la nuit? Ce quartier change tellement. J'ai lu aux informations l'autre jour que 2 maisons de cette rue avaient été cambriolées. » Et je hochais la tête, « Oui, c'est grand. Oui, parfois c'est effrayant, mais c'est ma maison. La maison que Roberto et moi avons achetée il y a 40 ans. La maison où nous avons élevé Armando. Où nous avons célébré des Noëls et des anniversaires. Où j'ai enterré mon chien. Où j'ai peint les murs en jaune quand j'ai eu 50 ans parce que j'avais toujours voulu des murs jaunes. Et Roberto disait que c'était trop vif. Cette maison a mes pas gravés dans chaque planche. Mes larmes séchées sur chaque oreiller. Mes rires résonnant encore dans les coins. Ce n'est pas juste une maison. C'est ma vie construite de briques et de mortier. Mais Paula ne le voyait pas ainsi. Pour elle, ce n'était qu'une propriété, un actif, quelque chose avec une valeur marchande. Et petit à petit, visite après visite, elle commença à planter cette graine, la graine du doute, la graine de la peur, la graine de la dépendance. Armando commença à changer de ton aussi. Il ne disait plus « Comment vas-tu, maman ?» Il disait « Tu vas bien ici seul, maman ?» Ne serait-il pas mieux de trouver quelque chose de plus petit, de plus facile à entretenir, de plus sûr? Paula et moi pensions que tu pourrais vendre cette maison et acheter un joli condo en centre-ville près de nous pour ne pas être si isolé. Et chaque fois qu'il le disait, Paula hochait la tête avec ce sourire. Ce maudit sourire qui, avec le recul, je reconnais ce qu'il a toujours été, le sourire de quelqu'un qui joue aux échecs pendant que vous croyez jouer aux cartes. 6 mois s'écoulèrent depuis que Paula commença ses visites régulières. 6 mois durant lesquels ma maison cessa d'être mon refuge pour devenir le décor d'une pièce dont je ne savais pas que j'étais la vedette. Les visites du mercredi devinrent sacrées. Paula arrivait à l'heure, toujours avec quelque chose dans les mains. Parfois des fleurs, parfois du pain, parfois juste ce sourire qui commençait déjà à m'épuiser, même si je n'aurais jamais osé l'admettre. Elle s'asseyait dans le salon dans le même fauteuil qui avait été celui de Roberto et commençait sa routine. D'abord, elle demandait de mes nouvelles. Ensuite, des nouvelles de la maison. Puis elle commençait ses histoires. Toujours des histoires sur d'autres personnes, des voisins, des connaissances, des gens que je ne connaissais pas, mais qui avaient apparemment des vies pleines de tragédies qui pouvaient me servir d'avertissement. Madame Ramirez du pâté de maison derrière nous, disait-elle, a dû vendre sa maison pour presque rien parce qu'elle ne pouvait pas l'entretenir. Imagine, Sugra, toute une vie là-bas, et elle a fini dans une maison de retraite parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Si elle avait vendu quand elle pouvait encore obtenir un bon prix, elle serait confortable maintenant dans un endroit plus approprié pour son âge. J'écoutais. Je hochais la tête. Je servais plus de café. Et à l'intérieur, quelque chose me disait que ces histoires n'étaient pas accidentelles, que chaque mot était mesuré, calculé. Mais j'étais doué pour ignorer mon intuition. J'avais passé toute ma vie à être doué pour ignorer les choses que je ne voulais pas voir. Armando avait changé aussi. Ou peut-être avait-il toujours été ainsi, et je n'avais juste pas voulu le voir. Mon fils, mon unique fils, le garçon que j'avais nourri et élevé et appris à marcher, en lui tenant les mains dans ce même jardin, me regardait maintenant différemment. Il ne me regardait plus comme sa mère. Il me regardait comme un problème à résoudre, comme une responsabilité qui le pesait. Quand il venait seul, ce qui était de moins en moins fréquent, il parlait d'argent. « Maman, disait-il, j'ai réfléchi à tes finances. Cette maison doit coûter une fortune en entretien. Le jardin, la facture de chauffage en hiver, le toit qui a besoin de réparation. Tu pourrais utiliser cet argent pour toi, pour en profiter, pour voyager, pour mieux vivre. » Voyager. Ce mot était beaucoup répété ces derniers temps. Paula l'utilisait comme appât. Imagine, Sugra, si tu vends cette maison, tu pourrais voir l'Europe ou rendre visite à ta sœur en Californie. Combien de temps s'est écoulé depuis que tu l'as vue? 10 ans, n'est-ce pas? Avec l'argent de la vente, tu pourrais y aller quand tu voudrais. Et ça sonnait bien. Bien sûr, ça sonnait bien. Qui ne voudrait pas voyager? Qui ne voudrait pas voir sa sœur après 10 ans? Qui ne voudrait pas être libéré du poids d'une grande vieille maison qui parfois, dans les nuits calmes, ressemblait plus à une prison qu'à un foyer? Mais il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Ou peut-être comprenait-il et s'en moquait-il simplement.
Cette maison n'était pas seulement des murs et un toit. C'était la seule chose qui me restait de Roberto. C'était la preuve physique que ma vie avait signifié quelque chose, que j'avais construit quelque chose de solide, quelque chose de réel, quelque chose qui ne pouvait pas être simplement effacé parce que c'était maintenant incommode. La première fois qu'ils mentionnèrent des chiffres concrets, ce fut un dimanche. Paula avait préparé un déjeuner spécial. Elle avait aussi invité ses parents, dont César et Doña Sonia Palacio. Des gens gentils, toujours corrects, toujours souriants. Ce jour-là, Paula servit de l'agneau, mon plat préféré. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Quand quelqu'un vous prépare votre plat préféré sans raison apparente, il veut quelque chose de vous. Après le dessert, quand nous étions tous détendus et satisfaits, Paula aborda le sujet presque comme si elle commentait la météo. Sugra, Armando et moi avons regardé des condos. Il y en a un magnifique dans le nouvel immeuble en centre-ville. 2 chambres, terrasse avec vue, sécurité 24h24, une salle de sport, une salle d'événements, tout compris, et il ne coûte que $250 000. Je sirotais mon café. Je souris poliment. Comme c'est gentil, dis-je. Vous allez adorer. Économisez et vous l'aurez bientôt. Paula rit. Ce rire qui sonnait comme des clochettes mais laissait un écho amer. Oh, Sugra, nous ne pouvons pas économiser $250 000. Avec le salaire d'Armando et mon revenu, nous couvrons à peine notre loyer actuel, mais nous pensions, ta maison vaut au moins $400 000. Tu pourrais la vendre, t'acheter quelque chose de confortable pour $150 000, et utiliser le reste pour aider Armando à nous acheter cet appartement. Nous serions tous gagnants. Tu aurais quelque chose de plus gérable, et nous aurions enfin un actif. Le silence qui suivit fut gênant. Don César s'éclaircit la gorge. Doña Sonia se concentra sur sa tasse. Armando fixa son assiette comme si c'était la chose la plus fascinante de l'univers. Et Paula me regarda avec ses yeux pleins d'attente, attendant que je dise oui. Bien sûr, c'est à ça que servent les mères, à se sacrifier une fois de plus. Mais je ne dis rien. Je souris juste et dis que j'y réfléchirais, que c'était une grande décision, que j'avais besoin de temps. Paula pinça les lèvres. Armando hocha rapidement la tête, trop rapidement, et changea de sujet. Mais le poison était déjà injecté. L'idée était déjà plantée et il le savait. Les semaines suivantes furent une campagne systématique. Paula venait plus souvent. Maintenant, elle n'attendait plus les mercredis. Elle se présentait le matin avec du pain frais, l'après-midi avec des excuses juste pour dire bonjour, toujours avec quelque chose de nouveau à me montrer. Toujours avec une autre raison pour laquelle vendre était la meilleure option. Regarde, Sugra. Elle apporta des photos d'un condo qu'elle disait parfait au 5e étage. Petit mais confortable, balcon, salle de sport dans l'immeuble, et le meilleur, il est en solde. $135 000. Tu économiserais $15 000 par rapport à ce que nous pensions. Tu pourrais garder cet argent supplémentaire pour les urgences. Et il y avait plus. Il y avait toujours plus. Paula avait tout calculé. Les coûts d'entretien que j'économiserais. Les taxes foncières plus basses d'un condo par rapport à une maison. La sécurité de vivre dans un immeuble avec un portier. La commodité de ne pas avoir à se soucier du jardin, du toit, des vieilles canalisations. Elle avait une réponse à chacun de mes doutes. Elle avait pensé à chaque détail. C'était comme si elle avait planifié cela pendant des mois. Et elle l'avait probablement fait. Probablement depuis la mort de Roberto et que j'étais resté seul dans cette grande maison, Paula avait vu une opportunité, un actif inexploité, une belle-mère veuve et vulnérable qui pouvait être convaincue, modelée, dirigée là où elle le voulait. Armando intensifia aussi ses appels. Ce n'était plus tous les 2 jours. C'était quotidien, parfois 2 fois par jour. Maman, nous avons trouvé l'appartement parfait pour nous. Il a un bureau. Paula pourrait travailler de la maison. Je pourrais avoir un bureau pour mes affaires. Mais nous devons nous décider rapidement. Le propriétaire a d'autres offres. Si nous voulons le sécuriser, nous devons faire un acompte de $50 000 dans 2 semaines. $50 000. En 2 semaines, l'urgence était soudainement apparue comme une tempête estivale. Ce n'était plus « quand tu veux, maman ». Ce n'était plus « réfléchis-y calmement ». Maintenant c'était maintenant. Maintenant c'était immédiatement.
Maintenant c'était si tu ne fais pas ça, tu vas ruiner cette opportunité unique pour ton fils. Et je sentis le poids de cette responsabilité m'écraser. Parce que si je disais non, si je refusais, si je m'accrochais à ma maison et à ma vie, alors je serais l'égoïste. Je serais la mauvaise mère. Je serais celle qui faisait passer ses caprices avant les besoins de son unique fils. Paula commença à amener sa mère, Doña Sonia. Les deux s'asseyaient dans mon salon et parlaient de la difficulté pour les jeunes d'aujourd'hui. Les loyers chers, l'impossibilité d'épargner, la chance des enfants qui avaient des parents qui pouvaient les aider. Doña Sonia racontait comment elle avait aidé Paula et ses frères et sœurs, comment elle avait vendu des terres qu'elle possédait pour leur donner la compte de leur maison, et combien cela la rendait heureuse de les voir établis. C'était un miroir. Un miroir dans lequel j'étais censé me voir refléter. Une bonne mère sacrifiée et heureuse, une mère qui trouve la joie dans la renonciation, dans le fait de s'effacer, de devenir une échelle pour les autres. Mais quelque chose en moi résistait, quelque chose d'entêté et de vieux et de fatigué qui disait « assez ». Qui disait « pas encore ». Qui disait « j'ai déjà assez donné ». J'ai déjà été assez. J'ai déjà assez sacrifié. Toute ma vie à être une femme, à être une mère, à être celle qui tient les choses, celle qui cède, celle qui se fait petite. Et maintenant que j'avais enfin quelque chose à moi, maintenant que j'avais enfin mon espace et mon temps et ma maison, maintenant je devais aussi y renoncer. Un après-midi, Paula arriva avec des papiers. Elle avait fait des recherches sur tout le processus. Elle avait parlé à un ami avocat. Elle avait préparé un projet d'accord. Regarde, Sugra, c'est très simple. Tu vends la maison, nous t'aidons à trouver ton condo, et tu nous prêtes 250 000 $ pour notre appartement. Nous appellerons ça un prêt pour que tout soit légal. Nous te rembourserons en 10 ans. 25 000 $ par an. C'est totalement juste. Nous gagnons tous. Prêt. Ce mot sonnait officiel. Il sonnait sûr. Mais je n'étais pas stupide. Je savais ce que signifiait prêter de l'argent à la famille. Cela signifiait ne plus jamais le revoir. Cela signifiait que chaque fois que je le mentionnerais, je serais la radine. Celle qui réclame. Celle qui ne comprend pas que la famille est la famille et que l'argent ne devrait pas compter entre la famille. Je regardais les papiers que Paula avait étalés sur ma table. Je regardais son visage expectant. Je regardais par la fenêtre le jardin où Roberto était tombé parmi les hortensias. Et pour la première fois depuis des semaines, je ressentis de la clarté. Je ressentis de la colère. Je ressentis quelque chose en moi dire, plus jamais. Mais je ne dis rien encore. Je souris encore et dis que je l'examinerai calmement, que j'avais besoin de temps. Paula fronça les sourcils. Le temps presse, Sugra. Cet appartement ne nous attendra pas éternellement. Alors vous devrez en trouver un autre, dis-je avec plus de fermeté que je ne l'avais voulu. Paula me regarda comme si je l'avais giflé. Elle partit sans dire au revoir, et je restai seul avec les papiers sur la table et un nouveau sentiment grandissant dans ma poitrine, un sentiment qui ressemblait dangereusement à la liberté. Les jours qui suivirent mon refus furent étranges. Paula ne vint pas pendant presque une semaine. Armando n'appela pas non plus. C'était comme s'ils avaient décidé de me faire la grève du silence, comme si mon manque de coopération immédiate méritait d'être puni par l'absence. Et le plus drôle, c'est qu'au lieu de me sentir coupable ou inquiète, je me sentis soulagé. La maison était de nouveau la mienne, le silence était de nouveau paisible, pas solitaire. Je pouvais boire mon café le matin sans attendre que la sonnette retentisse avec une autre idée, un autre plan, une autre raison pour laquelle je devais changer ma vie. Mais le soulagement fut de courte durée car Paula n'avait pas abandonné. Elle avait seulement changé de stratégie. Quand elle revint, elle ne vint plus seule. Elle amena Armando. Et tous les deux avaient de longs visages inquiets, comme s'ils portaient le poids du monde sur leurs épaules. « Maman, nous devons parler », dit Armando, s'asseyant sur le canapé avec cette posture défaite qui le faisait ressembler à un enfant de nouveau. Paula s'assit à côté de lui, lui prenant la main, me regardant avec des yeux vitreux comme si elle était sur le point de pleurer. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, bien que quelque chose en moi sût déjà que c'était du théâtre, que c'était le prochain acte de leur pièce soigneusement planifiée. Paula prit une inspiration. Elle laissa une seule larme couler sur sa joue avant de parler. « Sugra, nous ne voulions pas te dire ça. Nous ne voulions pas t'inquiéter, mais nous sommes dans une situation très difficile.
le propriétaire de l'appartement où nous vivons vend. Il nous a donné 3 mois pour le quitter. 3 mois, Amélia. Et nous ne trouvons rien que nous puissions nous permettre avec notre budget actuel. Tout est incroyablement cher. Les loyers ont augmenté de 40% l'année dernière. Armando hocha la tête baissée. C'est vrai, maman. Nous avons cherché désespérément, mais tout ce qui est dans notre gamme de prix est horrible. Des quartiers dangereux, de vieux immeubles, des appartements si petits qu'un lit rentre à peine. Paula pleure toutes les nuits en pensant que nous pourrions devoir aller vivre chez ses parents. Et tu sais comment est don César. C'est une bonne personne mais très stricte. Paula serait misérable de revivre sous ses règles. Je regardais mon fils de 38 ans, qui avait fait une bonne université, qui avait un emploi stable d'ingénieur, qui gagnait un salaire décent, et qui était maintenant assis dans mon salon disant qu'il ne pouvait pas trouver un endroit où vivre sans mon aide. Quelque chose ne collait pas. Mais il continuait avant que je ne puisse traiter mes pensées. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de cet appartement que nous t'avons montré, continua Paula, essuyant ses larmes. C'est notre seule chance d'avoir quelque chose à nous, de ne pas être à la merci de propriétaires qui peuvent nous mettre dehors quand ils veulent pour créer de la valeur. Armando a presque 40 ans. J'en ai 35. Si nous ne le faisons pas maintenant, nous allons passer toute notre vie à louer, toute notre vie sans rien à nous. Toute notre vie en insécurité. Et le prêt que nous t'avons demandé, ajouta Armando, nous le rembourserions religieusement, $25 000 par an. J'ai une augmentation promise au travail. Paula va commencer à donner des cours d'anglais. Nous nous serrerons la ceinture, mais nous te paierons, ma mère, je ne te décevrai jamais. C'était convaincant, c'était émotionnel, c'était le genre de discours qui ferait sentir à n'importe quelle mère qu'elle devait faire quelque chose. Mais j'avais eu une semaine de silence, une semaine pour réfléchir, une semaine pour écouter cette petite voix qui avait essayé d'attirer mon attention pendant des mois. Et qu'en est-il de vos dépenses actuelles, demandai-je calmement. Si vous pouvez à peine vous permettre le loyer, comment allez-vous payer le prêt hypothécaire d'un nouvel appartement plus les frais de copropriété plus les charges? Un appartement de $250 000 avec un prêt hypothécaire normal nécessite des paiements d'au moins $3 000 par mois. Pouvez-vous vous le permettre? Paula et Armando se regardèrent. Il y eut un silence gênant. C'est pourquoi nous avons besoin que le prêt soit sans intérêt, dit enfin Paula. Et si vous pouviez nous accorder les 2 premières années comme période de grâce pour nous installer, ce serait parfait. De cette façon, nous pourrions nous organiser financièrement. Ah, le voilà, le prêt sans intérêt avec une période de grâce de 2 ans, ce qui signifiait que pendant 2 ans il ne me paierait rien, et ensuite, si ensuite venait jamais, il me paierait $25 000 par an pendant 10 ans. Mais les chiffres ne correspondaient pas. $250 000 divisé par 10 ans, c'était $25 000 par an. Mais avec une période de grâce de 2 ans, cela ferait 8 ans de paiement, ce qui signifiait plus de $30 000 par an. Mais ils avaient dit 25. Les chiffres dansaient et changeaient pour s'adapter à leurs besoins. Et si je ne peux pas, demandai-je, si je ne vends pas la maison, que ferez-vous? La température de la pièce changea. La mâchoire de Paula se serra. Armando me regarda avec un mélange de douleur et de reproche. Maman, il ne s'agit pas seulement d'argent. Il s'agit de famille. Il s'agit de se soutenir mutuellement. Papa disait toujours que la famille passait avant tout. Que l'on se sacrifie pour les siens. Utiliser les mots de Roberto était un coup bas. Armando le savait. Paula le savait. Et je le savais. Mais Roberto m'avait aussi dit d'autres choses. Il m'avait dit de prendre soin de moi, de ne laisser personne me rabaisser, que mon bonheur comptait aussi. Mais Armando ne mentionna pas ces mots, seulement ceux qui lui convenaient. J'y réfléchirai, dis-je finalement. Donnez-moi du temps. Nous n'avons pas beaucoup de temps, répondit Paula, son ton étant plus doux. L'appartement va se vendre, et notre bail se termine dans 3 mois. Nous avons besoin d'une réponse dans 2 semaines, maximum. 2 semaines? Encore la précipitation. Encore la pression, l'urgence fabriquée pour que je prenne une décision émotionnelle plutôt que rationnelle. Ils partirent peu après. Paula ne faisait même plus semblant d'être gentille. Armando m'embrassa le front, mais c'était un baiser froid, mécanique, comme quelqu'un qui remplit une obligation. Je l'ai regardé partir par la fenêtre et quelque chose en moi se brisa. Ou peut-être se reconstitua.
Il est parfois difficile de faire la différence. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je me retournai dans mon lit, pensant à tout, aux années où j'avais travaillé pour acheter cette maison. Roberto et moi travaillant en double. Moi nettoyant les maisons des autres pour que nous puissions faire la compte. Vivant avec le strict minimum pour payer le prêt hypothécaire. 25 ans de paiement jusqu'à ce qu'elle soit enfin à nous. Complètement à nous. Personne ne pouvait nous la prendre. C'était notre récompense pour tant d'efforts, notre héritage, ma sécurité. Et maintenant, je devais juste la céder, la transformer en argent pour financer les rêves de mon fils et de sa femme, réduire ma vie à un condo de 130 000 $ pour qu'ils puissent avoir leur appartement de 250 000 $. Le calcul était clair. Je perdais de l'espace, de la sécurité et de la valeur nette. Ils gagnaient tout. Mais il y avait autre chose qui me dérangeait. Au cours de leur visite ces derniers mois, j'avais remarqué des choses. De petits détails qui ne collaient pas avec leur histoire de difficultés financières. Paula avait toujours de nouveaux vêtements. Armando avait échangé sa voiture l'année dernière contre un modèle plus récent. Ils sortaient fréquemment dîner, selon leurs publications sur les réseaux sociaux, que je consultais parfois, bien que j'ai honte de l'admettre. Ils étaient partis en vacances à la plage il y a 3 mois. Des photos de restaurants chers, de beaux hôtels, de boissons avec de petits parasols, et pourtant ils ne pouvaient pas économiser pour un appartement. Ils ne pouvaient pas se permettre un loyer décent. Ils avaient désespérément besoin de mon aide ou ils se retrouveraient à la rue. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose sentait mauvais. Et je m'autorisais enfin à sentir cette pourriture au lieu de l'ignorer. Le lendemain matin, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait. J'appelai ma sœur Léna en Californie. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis 2 ans. De courts appels à Noël, des messages d'anniversaire, mais rien de substantiel. Je lui racontais tout. Chaque détail, chaque pression, chaque manipulation déguisée en amour familial. Léna écouta en silence. Quand j'eus fini, elle poussa un long soupir profond. « Amélia, me dit-elle avec cette fermeté qu'elle avait toujours eue, il t'utilise. Ce que tu décris n'est pas de l'amour, c'est de l'exploitation. Et si tu vends cette maison, tu le regretteras pour le reste de ta vie. Cette maison est ta sécurité. C'est ton indépendance. Une fois que tu la leur auras donnée, tu seras à leur merci. Et crois-moi, la merci de gens comme ça n'est pas un bon endroit où être. » Les mots de ma sœur Léna résonnèrent dans ma tête pendant des jours. Ils t'utilisent. Exploitation à leur merci. C'étaient des mots durs. Des mots qui faisaient mal parce qu'ils portaient la vérité. Mais il y avait encore une partie de moi qui voulait croire qu'elle exagéra, que j'étais paranoïaque, que mon fils ne pouvait pas être aussi calculateur, que ce n'était qu'un malentendu, une situation difficile où nous essayions tous de faire de notre mieux. Cette illusion s'effondra 2 jours plus tard quand Paula se présenta sans prévenir. Il était 8 heures du matin. J'étais encore en robe de chambre, buvant ma première tasse de café. Elle sonna à la porte avec insistance jusqu'à ce que j'ouvre. Elle entra sans attendre d'invitation, un dossier sous le bras et une détermination dans les yeux qui me fit reculer instinctivement. « Sugra, il faut qu'on parle. » Sérieusement, dit-elle, laissant tomber le dossier sur la table de la cuisine. Une semaine s'est écoulée. J'ai besoin d'une réponse. Le propriétaire de l'appartement fait pression. Il y a 2 autres couples intéressés. Si nous ne faisons pas la compte cette semaine, nous le perdons. Paula, il est 8 heures du matin. Tu n'as même pas dit bonjour. Elle me regarda comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Je n'ai pas le temps pour les formalités, Amélia. C'est important. C'est l'avenir de ton fils. Soit tu t'en soucies, soit non. C'est aussi simple que ça. L'utilisation de mon nom au lieu de Sugra me frappa. La feinte d'affection avait disparu. Le masque de la belle-fille douce et respectueuse avait disparu. C'était la vraie Paula. La Paula qui s'était cachée sous les sourires et les pâtisseries et les visites aimables. Elle ouvrit le dossier. Il y avait plus de papiers, de formulaires, de contrats, tout déjà rempli avec mes informations, mon nom, mon adresse, les détails de ma maison. Seule ma signature manquait. Elle avait tout préparé. Elle avait supposé que je dirais oui, que je finirais par céder. Qu'une bonne mère cède toujours. J'ai déjà parlé à Daniel Ruiz,
continua-t-elle, désignant les documents. Il est prêt à mettre la maison sur le marché aujourd'hui si nous signons ces papiers. J'ai aussi trouvé le condo parfait pour toi. 120 000 $. C'est moins cher que ce que nous pensions. Tu économises encore 15 000 $. Cet argent supplémentaire, tu pourrais nous le donner pour les meubles du nouvel appartement. Nous devons meubler 3 chambres à partir de 0. 120 000 $. Ils avaient encore baissé le prix. Et maintenant ils voulaient aussi de l'argent pour les meubles. La demande grandissait. Le morceau de ma vie qu'ils voulaient devenait plus grand à chaque conversation. Paula, dis-je, essayant de rester calme. Je ne signe rien aujourd'hui. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de consulter mon propre avocat. Pourquoi as-tu besoin d'un avocat? J'ai déjà consulté un. Tout est en ordre. Tout est légal. Il suffit de signer et nous pouvons avancer. C'est ma maison. C'est ma décision. Et je ne serai pas sous pression. Paula referma le dossier d'un coup. Le bruit résonna dans la cuisine comme un coup de feu. Elle me regarda avec une froideur qui me glaça le sang. Tu sais quel est ton problème, Amelia? Tu es égoïste. Tu l'as toujours été. Armando me dit des choses. Il me raconte comment, quand il était enfant, tu travaillais tout le temps. Comment tu le laissais seul. Comment tu n'avais jamais de temps pour lui. Et maintenant qu'il peut enfin avoir quelque chose de bien dans sa vie, quelque chose qu'il veut vraiment, tu le fais passer après encore. Tu choisis tes affaires avant lui encore. Chaque mot était du venin injecté directement dans mes culpabilités les plus profondes. Les années où j'avais travaillé en double pour le nourrir. Les après-midi où je ne pouvais pas être à ses matchs de football parce que je nettoyais les maisons des autres. Les fois où je rentrais si fatigué que je pouvais à peine lui lire une histoire avant de dormir. Tout ce que j'avais fait par nécessité, par amour, pour lui offrir un meilleur avenir, était maintenant utilisé comme une arme contre moi. Sors de ma maison, dis-je d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Que as-tu dit? J'ai dit, sors de ma maison maintenant. Paula me regarda avec mépris. Elle ramassa son dossier. Elle se dirigea vers la porte. Mais avant de partir, elle se retourna. Tu vas le regretter, dit-elle. Quand tu seras vieille et malade et seule et que tu auras besoin d'aide. Tu te souviendras de ce jour. Tu te souviendras que tu as eu la chance de faire partie de la famille et tu l'as rejeté. Ne t'attends pas à ce qu'Armando soit là pour toi quand tu nous tournes le dos maintenant. La porte claqua avec un bruit qui fit trembler les photos au mur. Je restais au milieu de ma cuisine, tremblante, le café froid à la main. Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je ressentis de la rage. Pure, propre, justifiée. Cet après-midi-là, Armando m'appela. Sa voix était différente. Dure. Contrôlée. Maman. Paula m'a raconté ce qui s'est passé. Comment tu l'as traitée? Comment tu l'as mise dehors? Je ne peux pas croire que tu aies été si cruel envers elle. Elle essayait juste d'aider, d'organiser les choses pour te faciliter la tâche. Armando, ta femme est entrée chez moi sans permission à 8 heures du matin. Elle m'a fait pression pour que je signe des papiers que je n'avais même pas lus. Elle m'a insulté quand j'ai refusé. Et tu appelles pour me dire que j'ai été cruel? Elle est stressée, maman, nous sommes stressés. Notre situation est difficile et tu n'aides pas. Tu as cette immense maison dont tu n'as pas besoin. Tu as de l'argent que tu n'utilises pas. Et tu refuses d'aider ton propre fils, ta seule famille. Ta femme m'a dit que quand je serai vieille et malade, je ne devrais pas m'attendre à ce que vous soyez là pour moi. Est-ce aussi du stress, Armando? Ou est-ce autre chose? Il y eut un silence. Un long silence qui fit plus mal que n'importe quel mot. Parce que dans ce silence, je compris que mon fils n'allait pas me défendre. Il n'allait pas me dire que Paula avait franchi une limite. Il n'allait pas s'excuser. Il avait choisi un camp et ce n'était pas le mien. Maman, je dois y aller. J'ai besoin de réfléchir. Nous avons tous les deux besoin de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Si nous voulons être une famille ou si nous voulons être des étrangers, il raccrocha. Mon fils me raccrocha au nez. Je restais avec le téléphone à la main,
écoutant la tonalité jusqu'à ce qu'elle se transforme en ce sifflement aigu qui signifie que la ligne est morte. Une échéance. Quelle ironie. Les jours suivants, il n'y eut ni appel, ni visite. C'était comme si j'étais morte pour eux. Comme si en refusant de céder ma vie, j'avais perdu le droit d'être mère. Le silence était assourdissant, douloureux et libérateur à la fois. Mais je ne restais pas immobile. J'appelai un avocat, un vrai, pas l'ami de Paula, Alberto Lopez, un homme d'une 60aine d'années avec un cabinet en centre-ville et une réputation impeccable. Je lui racontai tout, chaque détail, chaque pression. Je lui montrai les papiers que Paula avait laissés. Monsieur Lopez les examina avec une expression sérieuse. Madame Gonzalez, dit-il finalement, ces documents sont extrêmement favorables à votre fils et à votre belle-fille. Le prêt qu'il propose n'a aucune garantie réelle pour vous. Il n'y a pas de clause de protection en cas de défaut de paiement. Il n'y a pas d'intérêt pour compenser l'inflation. Et tel qu'il est rédigé, si quelque chose vous arrivait, la dette disparaîtrait simplement. Il n'hériterait pas de l'obligation de payer. Donc si je meurs, il garde tout et ne doit rien. Exactement. De plus, j'ai vu des cas comme celui-ci. Des prêts familiaux qui ne sont jamais remboursés. Des enfants qui promettent et ensuite trouvent des excuses. Une année, c'est la mauvaise économie. La suivante, c'est un problème de santé. La suivante, ils ont eu un bébé et ont besoin de l'argent pour l'enfant. Et la mère ne revoit jamais son argent. Mais elle ne peut pas non plus faire pression sur eux parce que c'est la famille. Parce que diront les gens? Parce qu'une mère ne fait pas payer ses enfants. Je m'adossai à la chaise, sentant le poids de la vérité. Tout ce que j'avais pressenti, tout ce que Léna m'avait dit était confirmé par un professionnel. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas égoïste. J'étais prudente. Je protégeais le peu qu'il me restait. Que recommandez-vous, demandai-je. Que vous ne vendiez pas, dit-il sans hésitation. Que vous ne signiez rien, que vous gardiez votre maison. C'est votre sécurité, votre actif, votre foyer. Une fois que vous la perdrez, il sera très difficile de retrouver ce niveau de stabilité. Et si vous voulez vraiment aider votre fils, il y a d'autres moyens, des moyens qui ne vous laissent pas vulnérables. Je quittai ce bureau avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des mois. Je savais ce que je devais faire, mais il me manquait encore le courage de le faire. J'espérais encore qu'Armando appellerait, qu'il s'excuserait, qu'il dirait « Maman, je comprends. Je suis désolé. Nous sommes allés trop loin. » Mais cet appel ne vint jamais. 3 semaines s'écoulèrent sans nouvelles d'Armando ni de Paula. 3 semaines de silence qui faisaient mal comme une blessure ouverte qui ne guérissait pas. Je vérifiais mon téléphone constamment, espérant voir son nom sur l'écran. Chaque fois que la sonnette retentissait, mon cœur bondissait, pensant que peut-être ils étaient venus s'excuser. Mais non, rien. La punition continuait. Et je commençais à comprendre que c'était le schéma. Pression, rejet, silence jusqu'à ce que je cède, jusqu'à ce que la douleur de leur absence soit plus grande que mon besoin de me protéger. Mais quelque chose avait changé en moi pendant ces semaines. La conversation avec Monsieur Lopez avait planté une graine, et cette graine grandissait. J'avais commencé à examiner attentivement mes finances, mes économies, mes dépenses, la pension que je recevais de Roberto, les revenus du petit espace commercial que nous louions au rez-de-chaussée de la maison, quelque chose que Roberto avait construit il y a des années. Et qui nous procurait un revenu mensuel de $1,200. J'ai fait les calculs, beaucoup de calculs, et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Si je vendais la maison pour $420 000 comme Daniel Ruiz l'avait dit et achetais un condo pour $120 000 comme Paula le voulait, il me resterait $300 000 moins les $250 000 qu'il voulait comme prêt. Il me resterait $50 000, $50 000 et un petit condo. Je perdrais l'espace commercial. Je perdrais ces $1,200 par mois de revenus passifs. Je perdrais mon jardin, mon espace, mon histoire. Et que gagnerais-je? La tranquillité d'esprit supposée de savoir que j'avais aidé mon fils. L'illusion qu'il me rendrait visite plus souvent. Le fantasme que nous serions une famille unie. Mais j'avais déjà vu comment il me traitait quand je ne faisais pas ce qu'il voulait. Le silence, l'abandon émotionnel, les menaces voilées. Et c'était maintenant, alors que j'avais encore quelque chose qu'il voulait. Que se serait-il après, quand je n'aurais plus rien à offrir?
Ce fut alors que je pris une décision. Une décision qui me terrifiait et me libérait à la fois. S'ils allaient me traiter comme si je n'existais pas de toute façon, au moins ils le feraient pendant que j'aurais encore ma maison, ma sécurité, ma dignité. Je n'allais pas vendre. Je n'allais pas leur prêter d'argent. Je n'allais pas faire partie de ce plan qui ne me bénéficiait que sur le papier, mais en réalité me laissait vulnérable et appauvri. Mais je ne leur dis rien encore parce que quelque chose d'autre grandissait dans mon esprit. Un plan à moi, une idée qui avait commencé comme une petite pensée et s'étendait maintenant pour remplir chaque espace de ma conscience. S'ils pouvaient planifier en secret, je le pouvais aussi. S'ils pouvaient manipuler et faire pression, je pouvais protéger et me préparer. J'appelai Monsieur Lopez de nouveau. J'ai besoin de faire des changements légaux, lui dis-je. Je veux m'assurer que ma maison est protégée, que personne ne peut me forcer à vendre, que si quelque chose m'arrive, les choses soient laissées comme je le souhaite. Au cours des 2 semaines suivantes, Monsieur Lopez m'aida à tout mettre en ordre. Nous rédigeâmes un testament clair et précis. La maison serait placée dans une fiducie. Si je mourais, elle serait vendue et l'argent divisé. Une partie pour Armando, oui, car malgré tout, il était toujours mon fils. Mais une autre partie pour ma sœur Léna et une autre partie pour une fondation soutenant les femmes âgées que Monsieur Lopez recommanda. Armando hériterait, mais pas tout, pas un contrôle total, pas le grand prix pour m'avoir ignoré et manipulé. Je mis également à jour l'acte de propriété de la maison. Je m'assurai qu'il était uniquement à mon nom sans aucune ambiguïté légale. Je vérifiai qu'il n'y avait aucun moyen pour quelqu'un de le revendiquer ou de forcer une vente sans mon consentement explicite. Monsieur Lopez fut minutieux. Chaque détail comptait. Chaque clause était une protection. Et puis je fis autre chose, quelque chose que je n'avais même pas envisagé auparavant, mais qui me semblait maintenant non seulement raisonnable, mais nécessaire. Je mis la maison en vente pour de bon cette fois, mais pas pour donner l'argent à Armando et Paula. Pour moi, pour mon avenir, pour ma liberté. Parce que pendant que je faisais ces calculs, pendant que j'examinais mes finances, j'avais découvert autre chose. Ma sœur Léna me demandait de déménager en Californie depuis des années. Elle vivait dans une petite ville près de la côte, climat chaud toute l'année, une communauté de retraités, la paix. Elle m'avait envoyé des photos d'un condo qui était à vendre près de sa maison. 2 chambres, vue sur l'océan, $200 000. Plus cher que les condos que Paula me montrait. Oui, mais c'était ce que je voulais, pas ce qu'ils avaient besoin que je veuille. Si je vendais la maison pour $420 000, achetais le condo pour $200 000, il me resterait $220 000, plus qu'assez pour vivre confortablement le reste de mes jours. Pour voyager, pour aider Léna si elle en avait besoin, pour être généreuse quand je voulais l'être, pas quand j'y étais forcé. Pour vivre près de quelqu'un qui m'aimait vraiment, qui m'appelait, qui demandait comment j'allais sans arrière-pensée. L'idée était terrifiante. Quitter la ville où j'avais vécu toute ma vie, quitter la maison où j'avais. Eh bien, enterrer les cendres de mon mari dans le jardin, quitter les souvenirs. Mais c'était aussi libérateur, recommencer à 65 ans. Pourquoi pas? Qui disait que la vie se terminait à cet âge? Qui avait décidé que je devais rester là, attendant que mon fils me rende visite quand cela lui convenait? Daniel Ruiz vint évaluer la maison de nouveau. Cette fois, j'étais sûr. Cette fois, c'était ma décision. Mettez-la sur le marché, lui dis-je. Mais je veux une discrétion totale. Pas de panneau à vendre devant. Je ne veux pas que quiconque le sache avant qu'elle ne soit vendue. Je comprends parfaitement, Madame Gonzalez. J'ai des acheteurs privés qui recherchent exactement ce type de propriété. Nous pouvons tout gérer avec une confidentialité absolue. Les jours suivants furent étranges. Je savais ce qui allait arriver. Je savais que, tôt ou tard, Armando et Paula reviendraient. Le silence n'était pas durable. Ils attendaient quelque chose de moi. Et quand les gens ont besoin de quelque chose, ils reviennent toujours. Ce n'était qu'une question de temps. Ce moment arriva un jeudi après-midi. Armando se présenta à ma porte seul, sans Paula. Il avait l'air fatigué, usé. Il avait des cernes sous les yeux. Il avait perdu du poids. Un instant, le cœur de ma mère s'adoucit. Mon garçon, mon fils. Il avait l'air si vulnérable, si défait. Maman, dit-il, la voix brisée. On peut parler? S'il te plaît,
je le laissai entrer. Je fis du café. Nous nous assîmes dans le salon, comme nous l'avions fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, il y avait une distance entre nous qui n'avait jamais existé, une fissure invisible mais profonde. Maman, je suis désolé. J'ai été un idiot. Paula a été très insistante. Et je l'ai laissé me faire pression. Je l'ai laissé te faire pression. Ce n'était pas juste. Je le sais. Mais le fait est que nous sommes désespérés. Nous sommes vraiment désespérés. Le propriétaire de l'appartement où nous vivons a augmenté notre loyer. 500 $ de plus par mois. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et nous ne trouvons rien de moins cher. Les prix sont impossibles. J'écoutais. Je ne dis rien. J'écoutais simplement, parce que maintenant je savais écouter différemment. Je savais détecter la manipulation même quand elle était enveloppée dans des excuses. J'ai besoin de ton aide, maman. Pas nécessairement en vendant la maison. Je comprends. C'est beaucoup demandé, mais peut-être. Peut-être pourrais-tu nous prêter quelque chose. 50 000 $ pour la compte d'un appartement plus petit, quelque chose dont nous pouvons nous permettre un prêt hypothécaire. Nous te rembourserons. Je le jure, avec intérêt si tu veux. Tout ce que tu diras. Nous avons juste besoin de ce coup de pouce. Ce dernier coup de pouce pour nous en sortir. 50 000 $. Ils avaient baissé la demande. C'était la nouvelle stratégie, demander moins pour que cela semble raisonnable, pour me faire sentir qu'ils étaient prévenants, flexibles, qu'ils faisaient des compromis alors qu'en réalité ils voulaient toujours mon argent, juste une dose plus petite, apparemment digeste. Armando, dis-je finalement, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. Ces derniers mois, combien de fois m'as-tu appelé juste pour savoir comment j'allais, sans rien demander, sans vouloir quelque chose, juste pour parler? Il resta silencieux, fixant sa tasse de café, et dans ce silence se trouvait ma réponse. Armando ne put répondre à ma question. Il continua à fixer son café comme si les réponses flottaient dans le liquide sombre. Finalement, il leva les yeux vitreux. Maman, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai juste été occupé. La vie est compliquée. Le travail est accablant. Paula a besoin d'attention. Ce n'est pas que je ne pense pas à toi, mais tu n'appelles pas, dis-je avec un calme qui me surprit. Tu ne demandes pas comment je vais. Tu ne viens pas me rendre visite juste comme ça. Tu n'apparais que quand tu as besoin de quelque chose. Et maintenant tu viens avec cette histoire que tu es désespéré. Mais il y a 3 mois, tu étais en vacances à la plage. Il y a 2 mois, Paula avait un nouveau sac à main de créateur. Armando, je ne suis pas stupide. Je suis vieille, mais je ne suis pas stupide. C'est différent, maman. Ce sont de petites choses. Nous devons aussi vivre un peu. Nous ne pouvons pas juste être malheureux tout le temps, économisant chaque centime. Mais un appartement, c'est différent. C'est un gros investissement. C'est quelque chose pour lequel nous avons besoin d'aide. Et pourquoi doit-ce être mon aide? Pourquoi doit-elle venir de mes actifs, de ma sécurité? Ton père et moi avons acheté cette maison seuls. Personne ne nous a aidés. Nous avons travaillé pendant des années. Nous nous sommes sacrifiés. Pourquoi ne peux-tu pas faire de même? Parce que les temps sont différents. Armando explosa, se levant. Parce que maintenant tout coûte le triple. Parce que les salaires ne suivent pas. Parce que votre génération l'a eu plus facile. Et vous ne voulez pas l'accepter. Vous pouviez tous acheter des maisons avec un seul salaire. Nous pouvons à peine payer le loyer avec 2 salaires. Ce n'est pas juste que tu aies autant et que tu ne veuilles pas partager. Ça y était. La vraie raison. Ce n'était pas de l'aide qu'ils voulaient. C'était de la redistribution. C'était l'idée que ce qui était à moi était aussi à eux. Que mes années de travail, mes sacrifices, ma sécurité, tout cela devrait leur être disponible parce que la vie était dure. Parce qu'ils le méritaient. Parce que j'étais égoïste si je ne le leur donnais pas. Armando, dis-je, me levant aussi. Ton père est mort en me laissant cette maison et une petite pension. Cette maison est ma sécurité. C'est ce qui me permet de vivre paisiblement. Si je te donne 50 000 $, si je te donne n'importe quel montant, je risque mon avenir. Et pourquoi?
pour que toi et Paula puissiez avoir un appartement que vous ne pourrez probablement pas entretenir parce que vos dépenses ne correspondent pas à vos revenus. J'ai observé. J'ai fait attention. Et ce que je vois, c'est que vous n'avez pas un problème de revenus. Vous avez un problème de priorité. Ce n'est pas vrai, dit-il, la mâchoire serrée. Tu ne sais rien de nos finances. Tu ne sais pas ce que nous dépensons ou ne dépensons pas. Je sais que Paula change de téléphone tous les ans. Je sais que vous mangez au restaurant au moins 3 fois par semaine. Je sais que vous avez le câble premium. Je sais que Paula va au salon tous les mois. Je sais beaucoup de choses, Armando, parce que j'ai fait attention. Et ce que je vois, c'est un style de vie qui ne correspond pas au désespoir que tu décris. Armando me regarda comme s'il ne me connaissait pas, comme si la mère soumise et accommodante qu'il avait toujours connue avait été remplacée par une étrangère qui osait questionner, faire remarquer des choses. Refuser. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel, dit-il, la voix tremblante, si calculatrice, choisissant ton argent plutôt que ton propre fils. Papa serait tellement déçu de toi. Ce fut le coup final, utiliser Roberto contre moi. Mais cette fois, cela ne fonctionna pas. Cette fois, je savais mieux. Ton père, dis-je, ma voix ferme, m'a appris à me valoriser. Il m'a dit 1000 fois de ne laisser personne me rabaisser, de prendre soin de moi. Il serait fier que j'écoute enfin ce conseil. Armando attrapa sa veste. Il se dirigea vers la porte. Avant de partir, il se retourna. D'accord, maman. Garde ta maison. Garde ton argent, mais ne t'attends pas à ce que je sois disponible quand tu auras besoin de moi. Ne t'attends pas à des appels. Ne t'attends pas à des visites. Si tu veux être seul, tu vas être seul. Et il partit. Mon fils partit, laissant cette menace suspendue dans l'air comme une fumée toxique. Je refermai la porte derrière lui, et quelque chose en moi se brisa enfin. Je pleurais. Je pleurais comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de Roberto. Je pleurais pour le fils que j'avais perdu. Ou peut-être pour le fils que je n'avais jamais vraiment eu. Pour l'illusion de famille qui s'était effondrée, pour la solitude qui m'attendait. Mais parmi les larmes, il y avait autre chose. Soulagement, clarté, liberté, parce que je n'avais plus à faire semblant. Je n'avais plus à faire semblant que cette relation était saine. Je n'avais plus à porter la culpabilité de décevoir quelqu'un qui ne me valorisait que pour ce que je pouvais leur donner. Cette nuit-là, j'appelai Lena. Je lui racontai tout, chaque détail de la conversation, chaque mot blessant, chaque menace voilée. Lena écouta en silence et quand j'eus fini, elle dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Amélia, parfois, perdre quelqu'un qui ne te valorisait pas, c'est en fait te gagner toi-même. Viens en Californie. Recommence. Il y a des gens ici qui t'aiment vraiment. Pas de conditions, pas d'arrière-pensée. Et à ce moment-là, je pris la décision finale. J'appellerai Daniel Ruiz demain. J'accélérerai la vente de la maison. Je déménagerai en Californie. Je vivrai mes dernières années près de quelqu'un qui m'aimait vraiment, qui m'appelait juste pour entendre ma voix, qui n'avait besoin de rien de moi, sauf de ma présence. 2 semaines plus tard, Daniel Ruiz m'appela, excité. J'ai une offre, Madame Gonzalez. Un jeune couple, des professionnels. Ils veulent la maison pour fonder leur famille. Ils offrent 430 000 $ en espèces, une clôture en 30 jours. C'est une excellente offre. J'acceptai immédiatement. Je n'y pensais pas à 2 fois. Nous signâmes l'accord le même après-midi. La maison était vendue. Ma nouvelle vie commençait et Armando ne savait rien. Paula ne savait rien parce qu'il n'avait pas besoin de savoir. Il ne faisait plus partie de mes décisions. Lena était extatique. Elle commença à chercher le condo qu'elle m'avait montré. Il était toujours disponible. 2 chambres, vue sur l'océan, une communauté tranquille pleine de gens de notre âge. Nous fîmes un appel vidéo avec l'agent immobilier. Je fis une visite virtuelle de chaque pièce. Le large balcon où je pourrais boire du café tous les matins en regardant l'océan. La petite mais suffisante cuisine. La chambre principale avec de grandes fenêtres lumineuses. C'était parfait. C'était à moi. C'était mon choix. Je fis l'offre. 200 000 $. Ils acceptèrent.
La clôture fut prévue 2 semaines après la clôture de ma maison actuelle. Tout se mettait en place, comme si l'univers était enfin de mon côté. Comme si toutes ces décennies de sacrifices étaient enfin récompensées par cette chance de me réinventer. Mais il restait une question en suspens. Armando et Paula ne savaient toujours rien. Ils ne me parlaient toujours pas. Le silence continuait, et je savais qu'ils finiraient par le découvrir. Je ne pouvais pas simplement disparaître sans rien dire. Bien qu'une partie de moi le veuille. Je voulais juste partir et qu'ils découvrent mon absence par accident. Qu'ils sonnent un jour à la porte et trouvent des étrangers vivant dans ce qui avait été ma maison, mais ce n'était pas mon style. Ça ne l'avait jamais été. Alors, je pris une décision. Je leur dirai, mais pas en privé. Pas dans une conversation où ils pourraient me manipuler ou me faire sentir coupable. Je le ferai publiquement. Je le rendrai officiel. Je le ferai d'une manière qui ne laisserait aucune place à la discussion. Je décidai d'organiser un dîner de famille. J'inviterai Armando et Paula, les parents de Paula, dont César et Doña Sonia, quelques voisins proches qui avaient été témoins de ma vie pendant des décennies. Ce serait mon adieu, mon annonce, ma conclusion. Je leur envoyai l'invitation par message texte. Dîner chez moi samedi à 19h. J'ai une annonce importante à faire. Veuillez confirmer votre présence. C'était bref, direct, sans explication. Armando répondit après 2 heures. Nous serons là. Tu vas enfin faire ce qu'il faut, maman. Je lus ce message et souris. Ils pensaient que j'avais finalement cédé. Que je les avais fait attendre assez longtemps et que j'étais maintenant prête à annoncer que je vendrais la maison et leur donnerais l'argent, que ce dîner était ma reddition, mon drapeau blanc. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils se trompaient. Ils n'avaient aucune idée que la femme qui l'avait élevée, la mère soumise et accommodante, était morte quelque part ces derniers mois. Et à sa place, quelqu'un de nouveau était né. Quelqu'un qui avait enfin appris que s'aimer soi-même n'était pas de l'égoïsme. C'était de la survie. Le samedi arriva plus vite que je ne l'espérais. Je passai toute la matinée à préparer le dîner. Non pas parce que je voulais impressionner qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin de m'occuper les mains. J'avais besoin de faire quelque chose pour m'empêcher de trop réfléchir à ce que j'étais sur le point de faire. Les visages que je verrais, les mots qu'ils diraient, la tempête que j'étais sur le point de déchaîner. Je préparais l'agneau qu'Armando aimait tant quand il était enfant. De la purée de pommes de terre au beurre, une salade fraîche, du pain maison, un gâteau très léché pour le dessert, un repas complet, un dîner d'adieu, bien qu'il ne le sache pas encore. Je dressai la table avec la nappe blanche que je n'utilisais que pour les occasions spéciales. Je sortis la belle porcelaine, les verres en cristal qui avaient appartenu à la mère de Roberto. Tout devait être parfait parce que ce serait la dernière fois que cette table verrait un rassemblement familial dans cette maison. Les invités commencèrent à arriver à 19h précises. D'abord, mes voisins arrivèrent. Don Ramon et Doña Tatiana Moral, qui habitaient 3 maisons plus loin, puis Doña Lucia Lopez, ma voisine d'à côté qui était mon amie depuis 20 ans. De bonnes personnes. Des gens qui me connaissaient vraiment, qui avaient été là dans les bons et les mauvais moments, sans rien attendre en retour. Armando et Paula arrivèrent 15 minutes en retard. Elle était radieuse. Nouvelle robe, maquillage parfait, sourire éclatant. Armando avait l'air différent aussi. Plus détendu, plus confiant. Il était évident qu'ils pensaient que ce soir était leur victoire, qu'ils recevraient enfin ce qu'ils attendaient, ce qu'ils croyaient mériter. Paula m'embrassa avec un faux enthousiasme. Sugra, quelle joie d'être ici. La maison sent délicieusement bon. Tu nous as tellement manqué ces dernières semaines, n'est-ce pas, Armando? Armando hocha la tête, m'embrassant la joue. Oui, maman. Tu nous as manqué, et nous sommes tellement excités par ton annonce. Nous savions que tu finirais par comprendre, que tu verrais les choses de notre perspective. Je me contentais de sourire. Je ne dis rien. Je les invitai à s'asseoir. Je servis du vin. Nous bavardâmes tandis que tout le monde s'installait. Don César et Doña Sonia Palacio arrivèrent en dernier. Les parents de Paula apportèrent des fleurs et une bouteille de vin cher. Ils s'assirent à côté de leur fille avec ces sourires satisfaits de parents qui savent que leur petite fille est sur le point d'obtenir ce qu'elle veut. Quand tout le monde fut assis, quand les verres furent pleins et les assiettes servies, je pris ma place à la tête de la table.
À la place qui avait toujours été celle de Roberto, je regardais chaque personne présente. Mon fils, ma belle-fille, ses parents, mes voisins, mes amis, et je ressentis une étrange paix, un calme qui venait du fait de savoir que je faisais ce qu'il fallait pour moi. Eh bien, dis-je, levant légèrement mon verre. Merci à tous d'être venus ce soir. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi ce dîner, pourquoi ce rassemblement, alors je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. J'ai une annonce importante à faire, quelque chose qui va changer les choses pour nous tous. Paula se pencha en avant, ses yeux pétillèrent d'anticipation. Armando me regarda avec attente. Don César hocha la tête comme pour me donner la permission de continuer, comme si j'avais besoin de sa permission pour parler dans ma propre maison. J'ai décidé de vendre cette maison, dis-je, ma voix claire et ferme. Paula laissa échapper un petit cri de joie étouffé. Armando sourit largement. Je le savais, maman. Je savais que tu comprendrais. Je savais que tu ferais ce qu'il fallait pour ta famille. Je n'ai pas fini, dis-je, levant la main. Tout le monde se tut. J'ai décidé de vendre cette maison. En fait, je l'ai déjà vendue. L'affaire a été conclue il y a une semaine. Les nouveaux propriétaires prendront possession dans 3 semaines. Le silence qui suivit fut absolu. Paula cligna des yeux, confuse. Armando fronça les sourcils. Tu l'as déjà vendu, demanda-t-il. Mais nous allions t'aider avec ça. Nous allions trouver des acheteurs. Négocier le meilleur prix. J'ai déjà trouvé le meilleur prix, répondis-je. 430 000 $, 10 000 $ de plus que ce que le premier évaluateur avait estimé. Je suis très satisfaite de la vente. Paula retrouva sa voix. Son ton n'était plus doux. 430 000 $. C'est merveilleux, Sugra. Alors avec ça, tu peux acheter ton condo et il te restera encore plus qu'assez pour nous aider avec le nôtre. En fait, tu pourrais nous prêter 300 000 $ et il te resterait encore 130 000 $ pour toi. C'est parfait. C'est plus que ce que nous attendions. Je pris une gorgée de mon vin. Je laissai le silence s'étirer un instant de plus, savourant leur malaise croissant. Je ne vous prête rien, dis-je finalement. Pas 300 000 $, pas 50 000 $, pas un seul dollar. L'expression de Paula changea complètement. Choc, incrédulité, rage commençant à se former derrière ses yeux. Que as-tu dit? J'ai dit que je ne vous prête pas d'argent. En fait, je déménage en Californie. J'ai déjà acheté un condo là-bas près de ma sœur Lena. Vue sur l'océan, 2 chambres, 200 000 $. Je déménage dans un mois. Armando pâlit. Maman, c'est une blague, n'est-ce pas? Tu nous fais une blague. Ce n'est pas une blague, Armando. C'est ma décision, ma vie, mon argent, et j'ai décidé de l'utiliser pour moi, pour mon bonheur, pour vivre près de quelqu'un qui m'aime vraiment sans condition. Paula se leva. Si brusquement que sa chaise tomba en arrière. C'est ridicule. C'est égoïste. Comment peux-tu faire ça à ton propre fils, à ta famille? Nous avons passé des mois à attendre, des mois à planifier notre avenir, en comptant sur toi, et maintenant tu décides juste non. Que tu vas en Californie vivre ta vie comme si tu n'avais aucune responsabilité ici. Mes seules responsabilités sont envers moi-même, dis-je, me levant aussi. Pendant des mois, vous m'avez fait pression. Vous m'avez manipulé. Vous m'avez fait me sentir coupable de vouloir garder ma propre maison. Vous m'avez dit que j'étais égoïste de ne pas vouloir financer vos rêves. Vous avez menacé de m'abandonner si je ne faisais pas ce que vous vouliez. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que j'étais déjà abandonné. Que vous ne me cherchiez que quand vous aviez besoin de quelque chose. Que pour vous, je n'étais pas une mère. J'étais un compte bancaire. Ce n'est pas vrai, cria Armando, se levant aussi. Nous t'aimons. Nous voulions juste ton aide. Nous voulions que tu fasses partie de nos vies. Alors pourquoi ne m'as-tu pas appelé une fois en 3 semaines? Pourquoi n'es-tu pas venu me rendre visite juste pour voir comment j'allais? Pourquoi chaque conversation tournait-elle autour de l'argent? Autour de la maison, autour de ce que je pouvais vous donner? Dis-moi, Armando, quand as-tu demandé pour la dernière fois comment je me sentais, ce que je pensais, ce que je voulais, pas ce que tu voulais que je veuille, ce que je voulais vraiment? Armando ne put répondre. Il ouvrit la bouche, la referma.
Il regarda Paula, cherchant de l'aide. Mais Paula était furieuse. Trop furieuse pour être stratégique. Tu sais quoi, Amelia? Nous avons toujours su que tu étais égoïste. Armando m'a prévenu. Il m'a dit que sa mère était comme ça, qu'elle ne pensait qu'à elle-même. Mais je ne l'ai pas cru. J'ai pensé que je pouvais te faire entendre raison, que je pouvais t'apprendre ce que signifie être une famille. Mais je vois que je me suis trompé. Tu es une vieille femme amère qui préfère son argent à son propre sang. Doña Sonia intervint, visiblement mal à l'aise. Peut-être que ce n'est pas le moment. Non, maman. C'est le moment. Quelqu'un doit dire la vérité. Elle nous a fait perdre des mois. Des mois que nous aurions pu utiliser pour chercher d'autres options. Elle nous a fait croire qu'elle allait enfin nous aider. Et maintenant elle nous frappe avec ça. Qu'elle va en Californie. Qu'elle achète son condo avec vue sur l'océan. Pendant que nous sommes quoi? Toujours coincés dans une location que nous ne pouvons pas nous permettre. À la recherche d'appartements que nous ne pouvons pas acheter parce que notre belle-mère a décidé que son confort est plus important que notre avenir. Votre avenir n'est pas ma responsabilité, dis-je calmement, bien que je tremblasse à l'intérieur. Vous êtes des adultes, des professionnels, avec des emplois, avec des revenus. Si vous ne pouvez pas acheter une propriété, c'est parce que vos priorités sont mauvaises. Parce que vous dépensez pour des choses dont vous n'avez pas besoin. Parce que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens et vous pensiez que j'allais subventionner ce style de vie, mais je ne le ferai pas. Doña Lucia, ma voisine, prit la parole pour la première fois. Amelia a raison. J'ai vu comment vous deux l'avez traité ces derniers mois. Les visites constantes, la pression. Amelia m'a tout raconté, et je pense qu'elle prend la meilleure décision, une décision courageuse. Déménager à cet âge n'est pas facile, mais le faire pour être près de personnes qui la valorisent est admirable. Personne ne vous a demandé votre opinion, Sonora. Paula cracha. Vous êtes chez moi, dis-je, ma voix comme de l'acier. Et vous parlerez à mes invités avec respect. Ou vous partirez tout de suite. Paula me regarda avec une haine pure et non dissimulée. Sans le masque de la belle-fille douce. C'était son vrai visage, et j'étais heureuse de le voir enfin, de savoir que je n'avais pas été folle, que mon intuition avait eu raison depuis le début. Allons-y, Armando, dit Paula, saisissant son sac à main. Je ne reste pas ici pour être insulté. Armando me regarda une dernière fois. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais il y avait autre chose aussi. Du ressentiment, de la déception, et je savais que j'avais perdu mon fils. Ou peut-être que je ne l'avais jamais vraiment eu. Armando et Paula partirent, claquant la porte si fort que les photos au mur tremblèrent. Don César et Doña Sonia restèrent quelques minutes de plus, visiblement honteux du comportement de leur fille. Nous sommes tellement désolés, Amelia, dit Doña Sonia sincèrement. Nous ne savions pas que les choses étaient allées si loin. Paula nous avait raconté une autre version. Elle nous a dit que tu avais offert de les aider et que tu avais ensuite changé d'avis. Nous ne savions rien de toute la pression qu'ils te mettaient. Don César hocha la tête. Tu fais ce qu'il faut. Une personne de ton âge mérite la paix. Mérite de vivre sans cette tension. Et si la Californie t'offre cela, alors vas-y, sois heureuse. Nous parlerons à Paula. Bien que je doute qu'elle veuille écouter. Ils partirent peu après. Mes voisins restèrent un peu plus longtemps. Nous bûmes plus de vin. Nous mangeâmes le dessert que personne n'avait touché pendant le drame. Et nous parlâmes. Nous parlâmes de choses réelles, de souvenirs, de la vie que j'avais construite dans cette maison, des bonnes années et des difficiles, de Roberto, de comment il aurait soutenu cette décision. Quand ils partirent enfin et que je me retrouvai seul dans la maison silencieuse, je ne ressentis pas de tristesse. Je ressentis du soulagement, un soulagement profond et complet. J'avais franchi le pas. J'avais dit ma vérité. Et le ciel ne s'était pas effondré. Le monde n'avait pas pris fin. Un chapitre venait de se clore pour qu'un nouveau puisse commencer. Les 3 semaines suivantes furent un tourbillon. Emballer 40 ans de vie dans des cartons, décider quoi emporter et quoi laisser, donner des vêtements, vendre des meubles, dire au revoir aux voisins, à la maison, au jardin où Roberto était mort parmi les hortensias. Je pleurais en emballant. Mais ce n'était pas des larmes de regret. C'étaient des larmes de clôture, de deuil pour ce que je laissais, mais aussi d'excitation pour ce qui allait venir.
Armando n'appela pas. Il ne vint pas. Le silence était total maintenant. Final. Et même si ça faisait mal, cela ne me surprenait plus. Paula avait montré son vrai visage cette nuit-là, et Armando avait choisi d'être de son côté. Il avait choisi le ressentiment plutôt que l'amour, la déception plutôt que la compréhension, et je devais accepter cela. Je devais le laisser partir. Léna m'appelait tous les jours. Elle m'envoyait des photos du condo, de la plage, de la petite ville côtière qui serait ma nouvelle maison. Elle me parlait des amis qu'elle avait déjà qui m'attendaient. Un groupe de femmes de notre âge qui se réunissaient le jeudi pour jouer aux cartes, qui allaient ensemble au marché fermier le samedi, qui prenaient soin les unes des autres. C'était ça la famille. C'était ce que je cherchais sans le savoir. Le jour du déménagement arriva un mardi ensoleillé. Les nouveaux propriétaires de la maison arrivèrent tôt. Un jeune couple. Il était médecin. Elle était architecte. Ils attendaient leur premier bébé. Ils me montrèrent fièrement les photos de l'échographie. Nous nous assîmes dans le salon vide tandis que nous signions les derniers papiers. Je leur racontais des histoires sur la maison, sur les murs que Roberto avait peints, le jardin que nous avions cultivé ensemble. L'arbre qu'Armando avait planté quand il avait 8 ans. Prenez soin de cette maison. Je leur dis qu'elle avait beaucoup d'amour dans ses murs, beaucoup d'histoire, beaucoup de vie. Et ils promirent qu'ils le feraient, qu'ils élèveraient leur bébé ici, qu'ils construiraient leur propre histoire dans ces pièces qui avaient abrité la mienne pendant tant d'années. Je leur remis les clés et sortis pour la dernière fois. Je ne me retournais pas. Je ne pouvais pas. Si je me retournais, peut-être le regretterais-je. Peut-être la nostalgie me submergerait elle. Alors je regardais vers l'avant, vers le camion de déménagement qui attendait, vers l'avion que je prendrais dans 3 heures, vers la Californie, vers Léna, vers ma nouvelle vie. Le vol fut sans encombre. Je regardais par la fenêtre, observant les nuages, pensant à tout ce qui s'était passé, à comment j'étais arrivé là. Une femme de 65 ans quittant tout ce qu'elle avait toujours connu pour recommencer. C'était terrifiant. C'était libérateur. C'était nécessaire. Léna m'attendait à l'aéroport avec un bouquet de fleurs et un immense sourire. Nous nous serrâmes dans les bras comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Je pleurais sur son épaule. Elle pleura sur la mienne. Et dans cette étreinte, il y avait tout. Pardon pour les années de distance. Gratitude d'être ici maintenant. La promesse de ne plus jamais nous laisser. Le condo était encore plus beau en personne. Le balcon donnait directement sur l'océan. J'entendais les vagues depuis le salon. La brise apportait cette odeur salée qui nettoie et renouvelle. Léna avait décoré la chambre d'amis avec des photos de nos enfants, de nos parents, de la famille que nous avions été avant que la vie ne nous sépare. Cette première nuit, je m'assis sur le balcon avec un verre de vin. Le soleil se couchait sur l'océan, peignant le ciel d'orange, de rose et de violet. Et pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, je me sentis en paix. Je sentis que j'étais exactement là où je devais être. Faisant exactement ce que je devais faire. Mon téléphone sonna, un numéro inconnu. J'hésitais à répondre, mais quelque chose me poussa à le faire. C'était Don César. Amélia, dit-il, sa voix fatiguée. Je voulais juste que tu saches que Paula et Armando ont dû emménager chez nous. Ils n'ont pas pu payer l'augmentation de loyer et ils causent déjà des problèmes. Paula se plaint de tout. Armando est amer. Il réalise maintenant que peut-être tu avais raison, que leur priorité était mauvaise. Mais il est trop tard maintenant. Tu es en Californie et ils sont ici. Vivant avec les conséquences de leur décision. Je le remerciais pour l'appel. Je lui souhaitais bonne chance. Et je raccrochais et je ne ressentis pas de satisfaction. Je ne ressentis pas cette joie de la vengeance. Je ressentis juste de la tristesse pour mon fils, pour les choix qu'il avait faits, pour la vie qu'il aurait pu avoir s'il avait choisi différemment. Mais c'étaient ses leçons à apprendre, son chemin à parcourir. Je ne pouvais plus le sauver. Ce n'était pas mon travail de le sauver. Les mois suivants furent consacrés à l'adaptation, à rencontrer les amis de Léna, à rejoindre le jeu de cartes du jeudi, à marcher sur la plage tous les matins, à apprendre à vivre à nouveau, non pas comme une mère, non pas comme une veuve, juste comme Amélia, comme moi-même. Avec mes propres désirs, mes propres décisions, ma propre vie. Armando m'appela enfin 6 mois plus tard.
Sa voix était différente, plus humble, plus petite. Maman, dit-il, je suis désolé pour tout. Je suis désolé pour la façon dont je t'ai traité. Je suis désolé d'avoir priorisé l'argent plutôt que toi. Je suis désolé d'avoir laissé Paula me manipuler. Tu avais raison. Nos priorités étaient toutes fausses. Vivre chez les parents de Paula, cela m'a fait voir ça. Cela m'a fait voir beaucoup de choses. J'écoutais. Je n'interrompis pas. Quand il eut fini, je pris une profonde inspiration. Armando, dis-je, je te pardonne. Mais le pardon ne signifie pas revenir en arrière. Cela ne signifie pas que les choses peuvent être comme avant. Tu as brisé ma confiance. Tu as brisé notre relation. Et cela prend du temps à guérir. Si jamais cela arrive. Je sais, maman. Je comprends. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé, que tu me manques. Que peut-être un jour, si tu veux, nous pourrons essayer de reconstruire quelque chose. Pas ce que nous avions, mais quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. Peut-être. Dis-je. Un jour. Mais en ce moment, j'ai besoin de continuer à me concentrer sur moi, sur ma guérison, sur ma vie ici. Et tu dois te concentrer sur la tienne, sur la réparation de ton mariage, sur l'apprentissage de vivre selon tes moyens, sur le fait de grandir. Nous raccrochâmes avec de vagues promesses de nous parler bientôt. Mais je savais que, bientôt, pourrait ne jamais arriver. Et cela me convenait. J'avais appris que lâcher prise n'était pas un abandon. C'était une libération. C'était permettre à chacun de vivre sa propre vie, de faire ses propres erreurs, de trouver son propre chemin. Maintenant, assise sur mon balcon à regarder l'océan avec Léna à mes côtés, je peux dire que j'ai pris la bonne décision. J'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma dignité. J'ai retrouvé ma paix. Et même si le chemin fut douloureux, même si j'ai perdu mon fils dans le processus, j'ai gagné quelque chose de plus précieux. Je me suis retrouvé moi-même. Aux femmes qui liront cette histoire, qui vivent des situations similaires, je dis ceci, il n'est jamais trop tard pour se choisir. Il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour protéger ce qui vous appartient. La culpabilité qu'ils vous font ressentir pour avoir posé des limites est une manipulation déguisée en amour. Le véritable amour n'exige pas, ne fait pas pression, ne menace pas. Le véritable amour respecte. Il soutient. Il célèbre vos décisions même quand il ne les comprend pas. Et si vous devez laisser partir quelqu'un pour trouver votre paix, même si ce quelqu'un est votre propre sang, faites-le. Parce qu'au final, la personne avec qui vous devez vivre pour toujours, c'est vous-même. Et vous méritez de vivre en paix. Vous méritez de vivre sans culpabilité. Vous méritez de vivre heureuse. Je lève mon verre à ce coucher de soleil du dimanche, à cette nouvelle vie que j'ai construite sur les cendres de l'ancienne. Aux femmes qui, comme moi, ont trouvé le courage de dire « assez ». Je nous porte un toast. À celles qui ont choisi la paix plutôt que la culpabilité, la dignité plutôt que la complaisance, la liberté plutôt que l'obligation. Je porte un toast à celles qui ont enfin dit « j'ai de l'importance ».